Le show du matin. Week-end. Radio X. « 8h01, il est avec nous avec du bon café pour la chronique automobile. Mathieu Thomasin, comme ça va? Ça va super bien pour toi, mon double? Oui, ça va très bien. Tu vois, je parle tellement vite. Ton café me donne une vitesse incroyable. Je voulais te craquer, te réveiller ce regarde, matin. Écoute, là, t'as réussi. Plusieurs choses, du côté de la chronique, entre autres les experts qui se sont prononcés. Semble-t-il que le RAM 1500 serait vraiment le véhicule qui retient l'attention, là, qui aurait la cote, là. Ben oui, effectivement. Bon, tu sais, j'aime les camions, hein. Je ne vis que pour les camions, mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de mon côté masculin fort. Et oui, effectivement, donc le groupe Motor Trend, donc une revue qui est fort populaire du côté des États-Unis. D'ailleurs, c'est une de mes 3 revues préférées, hein. Si vous voulez vraiment avoir de l'information un jour sur l'automobile, surtout quand vous êtes en déplacement, ça c'est idéal dans l'avion, là, tu sais, une revue. Y a-tu rien de mieux que d'avoir une belle revue papier? Puis en plus, des fois, tu retombes 20 ans là-dessus après, puis tu revois comment ça avait pas de sens il y a 20 ans. Donc, ce soit Road & Track, Car Driver, Motor Trend, elle existe depuis 1949, donc c'est pas d'hier, c'est quand même des experts. Tu fais ça, toi, garder les vieux magazines? Oui, j'en garde. Ouais, surtout j'ai fait ça un laps de temps aussi. Surtout ceux-là, mettons, qui touchent un véhicule que j'ai déjà eu, ou encore, voire même n'importe quoi qui touchait, mettons, mon passé. La minute que je tombe sur une annonce ou quelque chose genre, j'ai une petite boîte, là, je te dirais, puis que j'accumule ces revues-là. Je gardais, moi, les, tu sais, là, à l'époque, mon père, quand il achetait des véhicules, il a acheté des usagers, mais il a acheté aussi des neufs. Puis, tu sais, les genres le pamphlet, là, de pamphlets promo du véhicule avec... Ouais. Tu sais, tout chromé, là, tout vraiment, je gardais ça. Quand j'ai acheté mon camion, j'ai demandé spécifiquement la brochure, puis le gars m'a dit, ah non, je n'ai pas, je n'ai juste en PDF ou encore va sur le site. Okay. Non, tu comprends pas, là, je veux une brochure, là. Puis j'ai trouvé à un moment donné, je pense, et je m'en rappelle parce que c'était la fameuse Parisienne 76 que mon père avait acheté flambant neuve. Puis à peu près 20 ans après, j'ai trouvé ce fameux dépliant-là. qui est encore en bon état. Non, ben là, je veux dire, c'est détruit depuis ce temps-là, là. Mais c'est quoi, t'aurais pas dû le détruire? Parce que ça a une très bonne valeur. Quand tu mets ça en revente sur des sites comme eBay ou autre, tout ce qui est antique va trouver preneur et tu serais assez surpris de combien tu aurais peut-être mieux te mettre dans les poches là, pour une annonce comme ça. Oh mon Dieu, 5-10 piastres peut-être? Non, un bon 50-60 parfois facilement en montant. Je te le dis, ça dépend même aussi de la rareté du pamphlet, la rareté du manuel, tu sais, le manuel d'origine du véhicule. Donc, tu serais très surpris de combien ça vaut. Ah, ben, coudonc. Retour au camion, mon Doom. Donc, c'est vraiment un comparo qui ont été fait, un comparo que la gang de Motor Trend ont fait pour comparer le fameux camion de l'année. Donc, les participants, le Ram 2015, le modèle 1500 qui faisait face au fameux F-150, le modèle 2015 aussi. Donc, on a choisi la version Laria avec le moteur 2.7 litres turbo, le fameux EcoBoost, qui est totalement nouveau pour cette année, ce petit moteur-là. Et après ça, on a bien entendu attaqué le tout avec le Chevrolet Silverado, le 1500, la version LTZ avec le fameux 5.3 litres, le EcoTech 3 V8. T'as-tu vu comment qu'on rajoute des termes éco tout partout présentement? Oui, ben c'est sûr. Hein, Eco-diesel, EcoBoost, EcoTech. Ça mène la vente pas mal. Compétition assez féroce, hein, Mathieu, dans le domaine pour ce type de modèle-là. C'était en même temps un essai qui a été très critiqué. Tu sais, à chaque fois qu'on met un article en ondes ou encore qu'on va donner un avis, bon, monsieur, madame, tout le monde, les connaissants vont commencer vraiment à s'attaquer aux minimes détails. Il y en a qui disaient, ouais, mais écoute, c'est pas le plus puissant, t'as pas les meilleures performances avec lui, mais il faut vraiment que tu regardes aussi comment les tests sont faits. Puis il faut que tu regardes aussi le besoin de l'acheteur. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs camions la majorité du temps? Les camions, là, tu remarqueras, là, si tu sors là, présentement là, dehors, là, tu vas voir que la moitié sont vides, même la moitié, 90% sont vides. Ils ont rien en boîte, ils se promènent sans trailer, sans chargement, puis il y a seulement aussi 5% des acheteurs qui font une genre de sortie en route une fois par mois ou plus. Donc, 5%, quand on parle de sortie en route comme ça, on parle d'aller au chalet, on parle vraiment de se rendre dans un sentier. Encore là, c'est pas vraiment du hors-route assez extrême comme on donc, fait. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il y en a qui ont ce type de véhicule-là, mais finalement, ils l'exploitent même pas à 100%. C'est pour ça, lorsqu'on attribue... Il y a un beau pick-up, mais il est utilitaire à peu près à quoi? À 5 ou 10%. Là, exact. Puis les camions, on part de des modèles parfois qui ont 2 places avec une boîte très courte. Après ça, vraiment des équipements très
très de luxe. Tu te rappelles le fameux Longhorn qu'on a essayé, là, c'était vraiment un bureau roulant. Donc, lorsqu'on fait des tests comme ça, on se base sur les accélérations, donc le 0-100 km/h, le quart de mille, le freinage aussi. On fait même la tenue de route en force latérale. On fait le circuit fermé. Il y a des tests de charge très importants. Ça doit être fait avec les camions. On rajoute 7000 livres en arrière. On fait des tests de charge aussi dans la boîte, donc un 1000 livres qu'on rajoute là. Et il y a l'économie d'essence aussi qui est extrêmement importante. Donc oui, dans l'ordre, on a eu vraiment le fameux Dodge Ram qui est sorti premier, non pas pour sa rapidité d'exécution, mais vraiment pour sa finition, la qualité intérieure aussi du véhicule, le confort qu'il amenait sur la route. Du côté du Ford, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une machine qui est extrêmement puissante. Sérieusement, un 0-100 km/h, on parle d'environ 6,6 à 6,7 secondes. Parce que les autres calculent 160 000 à l'heure, donc je l'adapte avec une couple de millisecondes de plus. Donc c'est littéralement un camion de NASCAR, ça n'a aucun sens pour une aussi petite motorisation, là, sérieux, c'est extrêmement impressionnant. Du côté du Ram, le modèle essayé, c'était vraiment le Eco Diesel. On le sait, c'est une motorisation qui a 240 forces, 420 livres de couple. C'est là vraiment qu'on va aller chercher la force pour tracter, mais ça sera pas fait en rapidité. Mais c'est le camion qui a vraiment terminé en premier, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de Motor Trend aussi. Puis de toute façon, je te l'ai dit, on devrait avoir le F-150 bientôt, on essaie de notre côté. Je vais être bon pour te donner mes commentaires personnels. Mais quand tu es propriétaire de ce type de véhicule-là, faut que tu le fasses travailler, faut que tu le fasses mordre, faut que tu lui donnes de la merde un peu. Bon, là. Je vais te répondre oui, là, mais là, j'entends déjà mes chums me dire « Ouais, mais toi, ton camion, tu t'en sers pas très souvent. » Effectivement, oui, c'est fait pour travailler, c'est fait pour transporter. Moi, OK, gars, je te le cacherai pas, j'ai deux véhicules. J'ai ma voiture qui me permet de me déplacer Québec-Montréal, puis de pas avoir une consommation d'essence trop élevée, puis j'ai mon camion, effectivement, j'ai pas le choix. Pourquoi? Je dois traîner mon skidoo, je dois traîner mon trailer, je dois traîner mon 4 roues. Puis quand tu montes au chalet, là, quand t'arrives avec une berline un peu plus sportive, là, c'est pas l'idéal, Ouais. Donc, ça sert. Bon, là, à partir de là, tu peux très bien avoir un usager, mais un camion, c'est fait pour s'en servir. Si tu te promènes avec ça dans la vie de tous les jours, mec, t'arrives dans un stationnement souterrain, tu vas peut-être trouver ça difficile, surtout les manœuvres. Tu regarderas celle-là, là, à l'hôtel Château Laurier Québec, là, puis tu regarderas comment tout le stationnement est vraiment bariolé de véhicules qui ont frotté sur le côté, d'après moi, d'une couple qui sont essayés en camion. C'est comme quelqu'un qui a un véhicule, genre, je sais pas moi, une Audi A4, puis qui la pousse pas, là. Tu sais, à un moment donné, c'est pas bon pour le moteur, tu sais, la petite madame ou le petit monsieur qui va jamais plus haut que 100 km/h avec une voiture ultra performante. Je te parlerai pas nécessairement de vitesse, mais je te parlerai aussi de connaissances par rapport à la mécanique. Tu m'amènes les Audi sont souvent munis de motorisation turbo. Combien de fois j'ai vu des gens justement qui arrivaient chez eux, qui se promenaient avec le véhicule, bon, qui faisaient certaines accélérations, puis quand c'est le temps d'arrêter le véhicule, ferme la clé directement, instantanément comme ça. Après qu'il ait forcé. Faut pas faire ça parce que le turbo doit avoir un certain temps de repos. Et de plus en plus, on voit des mécaniques turbo dans des véhicules, que ce soit justement Ford, que ce soit même Hyundai, le Santa Fe. Et après ça, c'est pas très bon pour vos turbos et vous allez voir les réparations, ça va coûter les yeux de la tête. Hey, on parle d'un autre modèle, la nouvelle Toyota Mirai, nouvelle gamme de véhicules écologiques à l'hydrogène. Oui. Comment ça marche? Je me posais la question l'autre fois. Comment ça marche, l'hydrogène? Bon, comment ça fonctionne? Premièrement, c'est quoi une voiture à l'hydrogène? Une voiture à hydrogène, c'est des véhicules électriques qui produisent leur électricité à bord à partir d'une pile combustible. Donc, justement, on a une pile combustible, on a un réservoir d'hydrogène, on a une batterie, un inverseur, puis un moteur électrique. Ce que ça fait exactement, quand tu es en ville, c'est la batterie qui va vraiment alimenter le moteur pour tes déplacements. Sur la route ou l'autoroute, c'est l'électricité qui est produite à bord par la pile à combustible qui est alimentée justement par l'hydrogène. Donc, l'électricité aussi de la pile va recharger la batterie. Quand le capitaine va demander toute la puissance, c'est la batterie et la pile à combustible qui vont unir leurs forces aussi pour pousser le maximum de puissance dans les roues du véhicule. Quand on va freiner, il va y avoir un inverseur qui va accumuler cette énergie pour la batterie. Donc, c'est quand même assez avantageux d'avoir un véhicule qui est alimenté à l'hydrogène. Premièrement, tu n'as aucune pollution locale. Deuxièmement, tu as des grandes autonomie de fonctionnement. On parle environ de l'ordre de 600 km. Donc, c'est quand même très supérieur à tous les véhicules là qu'on appelle branchables là, présentement, qui ont de la misère à faire vraiment là, le kilométrage annoncé. La performance aussi du véhicule est équivalente au véhicule classique qu'on a. C'est très souple d'utilisation. Il n'y a pas de vitesse à passer parce que c'est un moteur électrique, bien entendu.
Rapidité du plein d'hydrogène, d'environ 3 à 5 minutes pour vraiment remplir le réservoir. Puis bien entendu, on a un bon rendement là, de la chaîne de propulsion là, qui est quand même assez surprenant. Donc, Toyota s'est lancé là-dedans avec la fameuse Mirai. Là. Des fois, ils nous donnent des noms que c'est quasiment difficile à prononcer en français, en anglais, en chinois. Ah ouais, des fois, on ne sait plus comment le prononcer. Exact. Mais une chose est sûre, c'est que Mirai, c'est une voiture qui signifie futur en japonais. Donc, si tu veux te pratiquer présentement pour la prononciation, j'écoute ton japonais, Doom. Oui, Mirai. Ah, c'est quand même possible. J'ai roulé le R en même temps. Tu vas devoir manger un petit peu plus de japonais, je pense. Ouais, mais ça, c'est des véhicules qu'on a présentement au Québec? Non, c'est ça l'affaire. Cependant, on l'a présentement. On l'annonce pour son utilisation en Californie dans les années à venir. Fait qu'on a rien à ce niveau-là. En sol canadien, on a-tu de quoi? Ça s'en vient. Je termine la partie sur la Mirai, puis je vais te donner la grande primeur qu'on a du côté du Canada. Donc, pour la Mirai, c'est vraiment uniquement aux États-Unis, en Californie, qu'elle va être disponible. C'est un look qui sort de l'ordinaire. Sérieusement, si on disait que Toyota était plate à regarder, là, je trouve qu'ils ont pris leur crayon et ils ont donné de vrais coups là, sur le véhicule. Là. Sérieux, même, ça ressemble pas du tout à ce qu'on avait dans le passé. Mais là, on s'approche d'un look j'aime ou j'aime pas. Là. C'est un peu dangereux. Là. Tu sais, quand 50% aiment pas le look, puis quand 50% l'adore, moi, je trouve ça un peu dangereux. Il faut vraiment essayer d'aller cibler le 80% d'appréciation, là, selon moi. Donc, c'est une puissance de 153 forces, des accélérations de 0-100 km/h en 9 secondes. On va avoir des vitesses maximales de 170 km/h. Donc, c'est un peu des performances qui sont équivalentes à leur Corolla. On a un centre de gravité qui est très bas, donc qui va faire une stabilité de la voiture, mais le prix annoncé, fais attention à toi, 57 000 $. C'est donc, pas donné, hein? WTF, aïe, c'est pas donné pour un véhicule qui se veut très écologique. On n'a aucune date d'annoncer, là, cependant, au Canada. Mais de notre côté, Hyundai s'est dit, parfait, on lance en sol canadien, nous autres, un véhicule justement à l'hydrogène. Et voilà qu'ils arrivent avec le Tucson FCEV. Donc, Tucson, je te laisse ta prononciation comme tu veux, encore une fois, Dom. Donc, un véhicule qui va offrir une autonomie d'environ 420 km, qui va pouvoir accueillir 5 passagers. Puis il est doté d'un espace cargo là qui est totalement libre, donc on n'a pas de batterie, de réservoir ou quoi que ce soit qui va vraiment nous encombrer. C'est le plein qui prend encore quelques minutes et non pas là, quelques heures. Présentement, c'est un véhicule qui va être offert en location aux clients de la grande région de Vancouver. Il va être offert aussi dans d'autres régions du Canada au fur et à mesure que des stations de remplissage d'hydrogène vont être accessibles au grand public. Donc, du côté prix, on l'offre uniquement en location sur 36 mois à 599 $ par mois. C'est pas donné, puis en plus, il y a un comptant initial à 3600 $. Au moment de la signature là, du contrat, plus les taxes et ainsi de suite. Mais question de pousser le marketing un peu, question de pousser la vente de ces véhicules-là, le prix de location va comprendre tous les services d'entretien réguliers pour la période, le remplissage illimité en hydrogène, puis l'assistance routière, puis même un service de voiturier. Fait que ça veut dire aussi que si ton véhicule brise ou encore tu as besoin de faire un service dessus, il y a quelqu'un qui vient te le chercher à la maison, qui te laisse une autre voiture écologique de Hyundai, qui s'occupe de ta réparation ou encore ton entretien au garage et qui te ramène ton véhicule après. Tu vois, c'est nouveau, on connaît plus ou moins ça. Oui. Il y a un commentaire qui rentre, véhicule qui tombe en panne d'hydrogène, qu'est-ce qui se passe? On est fait. Donc, faut vraiment se faire remorquer à la prochaine station d'hydrogène. Hein? Oui, on n'a pas le choix. Ben là, on n'a pas... c'est un peu comme une panne d'essence. C'est un peu comme l'essence, là, tu sais, t'as pas d'essence. OK, oui, peut-être que t'as un bidon en arrière de ton véhicule. Moi, quand je fais un voyage Canada, États-Unis, ou que je m'en allais là dans le désert du Nevada, excuse-moi, ou autre, je me traînais tout le temps un bidon là, dans mon véhicule. Mais là, je peux pas me traîner un bidon de spare d'hydrogène. Parce que veut pas aussi, c'est un gaz qui est vraiment maintenu dans un réservoir sous très haute pression. Donc, tu sais, on trouve pas non plus une station d'hydrogène, surtout pas ici à Québec. Vancouver s'en vient avec des infrastructures. Au Québec, on a une usine à Bécancour aussi qui fait la production d'hydrogène avec vraiment de l'eau aussi de notre côté. Donc, le prix va être difficile à statuer aussi combien ça va coûter à la pompe, car on a peu de disponibilité. C'est encore peu populaire, puis le transport est vraiment particulier. Tu sais, ça se fait à froid, puis ça prend de la place dans une citerne aussi sous haute pression. Donc, on parle environ 10 000 PSI
Donc, automatiquement, on a plus de volume. Donc, au départ, ça risque d'être cher, notre hydrogène, mais c'est une très belle alternative de ce côté-là. C'est sûr que l'hydrogène, c'est comme tout type de carburant, là, ça nécessite des précautions afin de s'assurer de sa production, de son transport, de stockage, puis l'utilisation sécuritaire. Mais avec une manipulation adéquate, là, c'est aussi sécuritaire que de l'essence, du diesel ou n'importe quoi. Du côté de Hyundai, c'est sûr qu'ils n'ont pas pris un véhicule comme ça, puis ils n'ont pas laissé ça comme ça aller sur le marché sans faire de tests ou quoi que ce soit. Donc, il a subi des tests de collision frontale, du latéral, par l'arrière, des tests routiers sur une distance de plus de 3 millions de kilomètres, justement. Ça inclut aussi des tests sous chaleur extrême dans le désert, du côté de Death Valley en Arizona, sous des froids extrêmes en Suède. Puis même, on a fait des tests balistiques là, pour s'assurer justement qu'il n'y aura pas de perforation du réservoir ou quoi que ce soit. Donc, pour ceux-là qui seraient inquiets justement de se promener avec un certain gaz à pression en arrière, moi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude là, de ce côté-là, surtout pas avec les tests qui ont été réalisés. On change de véhicule, Mathieu. Si tu le veux bien, le tout nouveau multisegment Honda HR-V 2016, oui. Qui fait ses débuts en Amérique du Nord à l'occasion de l'édition 2014 là, du Salon de l'automobile de Los Angeles. Tu en avais déjà parlé. Oui, j'en avais déjà parlé. On en est rendu où? As-tu plus de détails? Ben oui, j'ai plus de détails là-dessus. Ben on sait qu'au Québec, on aime les SUV. Donc, le Honda HR-V 2016 a été annoncé. Donc, encore une fois, un petit SUV très compact. C'est un véhicule là, multidimensionnel, un peu sportif, personnel. On veut vraiment lancer aussi quelque chose de polyvalent du côté de Hyundai. Hyundai, je fais longuement des fautes d'allocution, moi, ce matin. Donne-moi ton café. C'est le café. Donc, ça va être lancé chez les concessionnaires Honda à travers le Canada au printemps prochain. Donc, ça s'en vient très rapidement. Côté look, une petite allure solide, sportive, une forme de cabine aussi similaire à celle d'un coupé. Puis ça c'est quand même assez particulier. On dissimule vraiment les poignées des portières arrière dans la ligne du véhicule un peu, si tu veux. Donc les poignées sont invisibles. Donc quand tu le regardes de côté, on dirait un petit coupé. L'intérieur, encore une fois, on joue sur des habitats qui sont vastes, aérés, avec une multitude de matériaux là qui vont être quand même très beaux, très bien finis. La mécanique aussi qui a été retenue. Donc on parle d'un moteur 1.8 litres de 138 forces avec un couple de 127 livres de couple. Donc, pour ce qui est des transmissions, on va avoir deux possibilités. Donc, ça va être livrable avec une manuelle à 6 rapports ou encore une CVT G-Design du côté de Honda. Donc, un moteur Honda, encore une fois, VTEC avec cette fameuse technologie-là. La 6 vitesses, cependant, va être réservée aux 2 roues motrices. Donc, les modèles à traction intégrale vont être équipés aussi d'un système de traction en temps réel d'Honda, donc avec un système de commande intelligent. Donc, ça va être encore une fois, d'après moi, un petit véhicule qui va être extrêmement populaire. Je vous l'avais mentionné, c'est basé sur la petite fit. Ouais. Donc, automatiquement, un petit véhicule qui devrait pas avoir une grande consommation. Et on le sait, au Québec, on aime ça, les SUV. On aime ça vraiment, le côté espace, transporter la famille à petit prix. Donc, si Honda sont capables de frapper fort là-dessus, il ne devrait pas avoir de problématique. Hey, nouveauté techno, tu nous présentes un autre gadget ce matin, peut-être au plaisir de l'hiver? Ah, les plaisirs de l'hiver. T'as-tu vu en partant un matin comment que le pare-brise était gelé? Même cette semaine, il a fallu gratter à quelques reprises. Pas évident. Et combien de fois tu dois aller d'abord déglacer tes essuie-glaces d'homme parce que justement ils sont pris littéralement dans le bol, dans la glace qui s'est formée. C'est jamais fiable non plus à 100% quand tu les actionnes. J'ai même des collègues de bureau, d'ailleurs, je donnerai pas de nom là-dessus, qui lui là place vraiment une genre de housse dans son pare-brise. Tu sais, il part là, puis il installe sa housse là. T'sais, pour être sûr qu'il n'y a rien qui gèle, là, puis pas de se casser la tête vraiment avec les essuie-glaces. Il y a un auditeur qui m'écrivait tantôt, on parle souvent, évidemment, avec la neige justement qui vient de tomber ce matin, les fameux pneus d'hiver, si c'est pas fait, j'espère que ça va se faire sous peu. Mais un auditeur qui me disait aussi, les balais à neige aussi, là, d'hiver. Oui. Donc, comment voir si tu dois changer ton balai d'essuyage, ou autrement dit, donc ton fameux essuie-glace. Ouais. Première des choses, lorsque tu regardes un essuie-glace standard, tu vas voir, il y a plein de pièces amovibles, vraiment les petits bâtons qui vont permettre de faire le meilleur appui possible dans ton pare-brise, OK? Souvent aussi, ceux-là qui sont faits pour l'hiver, il n'y aura pas de pièces amovibles, il n'y aura pas de petits bras là, vraiment là qui vont s'ajuster. Ça va être vraiment uniquement un essuie-glace sur toute la longueur, donc vraiment en un bout. C'est lui qui va faire sa forme, effectivement. Ouais. Mais il va chercher vraiment
il va épouser complètement ton pare-brise en donnant quand même une bonne pression, mais au lieu d'avoir plein de petites pièces mécaniques avec des petits rivets qui vont geler à l'intérieur, ça va être un morceau totalement. Puis lorsque tu le lèves ou tu le tiens droite, tu as vraiment une forme arrondie, puis c'est quand tu vas vraiment l'appuyer. Donc là, il va avoir un contact parfait là avec ton pare-brise. Ça, on est moins aux aguets là-dessus de changer les balais à glace. Hein? Ben, on est moins aux aguets, mais il faut dire aussi que la moyenne des manufacturiers se sont adaptés à ça. Moi, quand j'ai acheté mon camion, j'avais plus des styles d'anciens balais là, justement là, qui gèlent durant l'hiver. C'est vraiment le modèle que je te parle. Là. C'est un genre de 4 saisons, c'est ouais, ça? Exactement. Ah, ouais. Ben, c'est un 4 saisons qui est parfait. Ça gèle pas tout simplement. Donc, c'est vraiment fait en une pièce. Étant donné que t'as pas de pièce movible à l'intérieur pour justement faciliter là, la pression sur ton pare-brise, ben ça règle le problème automatiquement. J'ai pas besoin de faire des changements là, d'essuie-glace. Bien entendu, c'est un petit peu plus cher au changement là, cependant là, quand tu vas vraiment dans ton garage préféré, c'est un essuie-glace qui va te coûter quasiment un 25$ là, par essuie-glace et non pas une dizaine de dollars comme les anciens modèles là, qu'on avait là. Parle-moi donc de la magie, la vision magie de Mercedes-Benz. Ben oui, sérieusement, c'est une bonne innovation. Donc, c'est un système super intéressant qui va faire son apparition sur la série SL. Le système, il nettoie le pare-brise affecté là, sans affecter la vision du conducteur. Comment ça marche? Dans l'essuie-glace, il y a 2 canaux qui transportent le fluide du lave-glace et il y a des petites perforations de chaque côté de l'essuie-glace. Bien entendu, le liquide est chauffé. Donc, lorsque le conducteur va appuyer sur le bouton, au lieu d'être un jet qui envoie ça tout partout, puis en plus, des fois, d'avoir justement une fameuse piscette de lave-vitre toute gelée, là, ça, combien de fois ça arrive, tu pèses, puis ça sort juste du côté passager, puis toi, t'es encore mal pris parce que t'as mal déglacé ton auto. Là. Dans le voisin d'à côté. Ouais, ou des fois, ça passe par-dessus. Le véhicule à l'arrière. Ça, j'ai déjà vu ça. Ça passe par-dessus, merci bye. Juste le fait d'avoir quelques petits trous de bouchée, des fois, c'est pas intéressant. Fait que là, le lave-vitre est comme chauffé. Oui, il est chauffé, puis il sort directement de l'essuie-glace, de chaque côté de l'essuie-glace. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ça va vraiment éviter de propulser le liquide aussi tout croche. Ça va maximiser aussi l'économie du lave-glace parce que justement, lorsque tu vas appuyer, ça va être vraiment dans la section du pare-brise automatiquement bien collé dessus. Et quand c'est chauffé, ça fait une très bonne job. On le sait, on lave pas à l'eau chaude des fois pour rien. Hein. Donc, numéro 1 là-dessus. Puis question d'ajouter au confort. Tu sais, Doom, tu te rappelles, on avait dit que les bancs chauffants, c'est cool. Je pense que c'est pas mal ce que je préfère de ce temps-ci. Moi aussi, c'est sûr. Je me disais, tout ce qui manque, c'est le massage dans le siège. Ça s'en vient, ça s'en vient. Oui, regarde, casse pas ta tête. Justement, je t'annoncerai une petite nouveauté là-dessus tantôt. Mais le volant chauffant, c'est bien aussi. C'est encore mieux. Ah, ça, j'ai jamais eu ça. T'as jamais eu ça? Bon, ben, ça serait mieux, avoue. Tu passes sans gants. Je sais que ça se fait effectivement sur des motoneiges ou volant ça chauffant. Ça se fait sur des véhicules aussi, là. Effectivement, c'est rendu assez populaire du côté des Coréens, là. La banquette arrière, c'est encore plus le gros luxe. Banquette arrière chauffante, les enfants chialeront pas qui ont froid. Mais là, Mercedes pousse un peu, on s'en va vraiment chauffer les repose-bras. Donc, ton accoudoir central. Voyons donc. Je te le jure. Vraiment celui-là à l'intérieur de la porte aussi, que ce soit côté conducteur ou côté passager. Si tu veux vraiment appuyer ton bras et ne pas avoir froid à ton petit coude, ben voilà, ça va être chauffé. Hey, j'aimerais ça avoir des pantoufles, moi, quand je rentre dans ma voiture, ou c'est sur les pédales, des... Non? Okay. Non, peut-être pas, le Doom. Ça, je sais pas qui va te les mettre, là, mais en tout cas, là, tu commences à devenir princesse pas mal, mais c'est parce que, écoute, c'est inimaginable tout ce qu'on peut retrouver côté gadget, ça n'a pas de bon sens. Mais écoute, si tu veux ajouter un petit peu de soleil aussi, là, justement, dans l'hiver qu'on a présentement, Mercedes offre un système qui modifie la fragrance de l'air. Donc, tu as vraiment un truc dans ta boîte à gants, un genre de générateur puis sa cartouche rechargeable. Le système va te permettre de gérer aussi la qualité d'air avec des ions. Ça va réduire les virus, les bactéries puis tous les autres trucs ben néfastes. Là. Même, c'est quasiment un anti-grippe. Donc, Laurence, là, présentement, là, ce matin, si elle aurait eu un Mercedes avec ce système-là, n'aurait pas là, son écharpe, là, son foulard jusqu'au cou. Là. Ouais, mais tu sais, en même temps, je veux dire, ouvrir la fenêtre, parce que tout le monde sait que j'ai les moyens de me payer une Mercedes. Ouais. C'est sûr, mais bon. Ouais, ouvrir la fenêtre, ça fait un job aussi, Mathieu. Oui, ça fait la job, mais tu sais pas, des fois, le genre d'air que tu peux respirer, il y a un camion diesel qui arrive à côté, te donne plein de fumée. C'est Doom, le cancer est à nos portes, à chaque endroit où est-ce qu'on regarde et qu'on respire. Pas de bon sens. Tu parlais des sièges, justement, là, qui étaient des vrais Lazy Boy, donc des sièges massage. Écoute, c'est un des éléments principaux du confort dans une voiture. La preuve, c'est qu'en 78, là, c'était vraiment des Lazy Boy. T'sais, justement, tu me parlais de ta parisienne tantôt, là. En avant, là, tu devais être dans un confort
confort ultime dans un vrai divan à côté. C'était garde, t'avais aucune tenue latérale, là, mais on aurait été capable au moins rouler là, 20 ans là-dedans. Alors, Cadillac nous propose des bancs ultra confortables, ça on le sait déjà, avec 22 ajustements, c'est totalement fou. Mais le pire là-dedans, c'est qu'ils font des massages maintenant. De toute façon, aujourd'hui, qui a le temps là d'aller voir le massothérapeute? Chaque fois que j'y vais, là, de toute façon, de mon côté, je tombe tout le temps là, sa petite grosse, là, puis jamais la belle blonde. Tu sais, t'arrives pour avoir un massage, là, là, la fille est super belle, puis là, t'arrives à ton massage, là, puis c'est le gars, là, qui t'attend vraiment avec ses coudes et sa force. Salut, McDuck. Non, c'est sa femme. Oui, effectivement. Puis là, après ça, elle te dit, du type, s'il vous plaît. Non. Puis là, elle te ramasse, puis elle te fait la clé anglaise. Ouais. Alors, des sièges quasiment thérapeutiques dans les véhicules de luxe, entre autres la Cadillac aussi, XTS. Effectivement. Donc, sérieux, ça remplace pas les vrais bons massages professionnels, là, mais c'est comme un confort de plus. En gros, là, c'est le mouvement des ajustements du banc qui vont vraiment masser le dos selon l'intensité sélectionnée là, du conducteur. Donc, il y a une fonction aussi anti-fatigue là, qui permet là, de garder les sens éveillés sur la route. Hey Mathieu, malheureusement, le temps file, 8h25, déjà? Toujours un plaisir. Ouais, ça doit bien passer vite. Ben oui, écoute, c'est ton café probablement là qui mis sur le radar. Puis non, écoute, ce fut fort intéressant. Ben ça me fait plaisir. Toujours un plaisir. Puis merci encore pour le café, vraiment là. Aucun problème. Bien corsé comme on l'aime d'ailleurs. Super. On se reparle la semaine prochaine. À la semaine prochaine, mon homme, on essaie la Legacy de Subaru. Oh yes sir. 8h26 minutes. Si vous êtes témoin de quoi que ce soit, 670-9098 ou encore live radiox.com. Le show du matin. Week-end. Radio X.